Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va permettre de mettre en lumière quelques incohérences entre le récit biblique et l'histoire de l'humanité. Alors dans cette vidéo, je vais parler de quelques arguments en faveur du récit biblique. Bon, ce sera quand même une longue vidéo, donc vous pouvez me mettre en pause, je vous autorise. Mais voilà, donc une vidéo qui est quand même nécessaire. Donc dans laquelle je démontrerai certains arguments contraires au récit biblique et cela me servira aussi de base pour démontrer quelques erreurs dans l'histoire de l'Égypte antique. Alors, étape nécessaire avant d'aller plus loin, puisque vous allez remarquer que l'histoire du peuple hébreu est très liée avec l'histoire du peuple égyptien. Mais si on compare justement donc l'histoire du peuple hébreu et l'histoire de l'Égypte, on peut s'apercevoir qu'il y a de nombreuses différences et même des très grosses différences. Donc, encore une fois, l'un est dans l'erreur et l'autre est dans la vérité. Alors, donc là, c'est juste une petite introduction. Sur la prochaine vidéo, où je parlerai justement du néolithique, voilà, ici je vous ai mis une frise chronologique, je la reprendrai dans la prochaine vidéo. Donc dans cette partie-là, donc dans cette deuxième vidéo, je parlerai du néolithique et particulièrement du néolithique de l'Égypte. Alors le néolithique, je vous rappelle que c'est Nouvelle Pierre, c'est-à-dire l'âge de la pierre polie. C'est une période de la préhistoire qui fait partie de ce que l'on appelle couramment l'âge de pierre. Et cet âge de pierre qui est divisé en trois parties. Donc nous avons le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Le néolithique qui se termine avec l'âge de bronze. L'âge de bronze qui se termine par l'âge de fer. Bon, ça, je pense que vous connaissez maintenant. Alors en France par exemple, le néolithique commence vers les 5-6 000 avant Jésus-Christ. Et se termine vers 2200. En Grèce, par contre, c'est totalement différent. Donc le néolithique commence en 6700 et 6700 avant Jésus-Christ. Et en Égypte, le néolithique, lui, commence vers 5500. Mais là encore, la communauté scientifique est divisée. Alors déjà là, nous pouvons constater des problèmes. C'est pour ça que ces deux vidéos vont essayer de les résoudre. On constate des problèmes. Donc dans le chapitre sur le repeuplement, précédent chapitre, les précédentes vidéos, j'ai démontré que le récit biblique nous affirme que le repeuplement et donc la conquête des nouveaux territoires a eu lieu à partir de la descendance de Sem, de Cham et de Japheth. Et ce dernier, donc Japheth, qui a conquis l'Europe. Et donc, nous avons aussi vu que toutes les généalogies convergent vers une apparition de Adam vers les 4000 avant Jésus-Christ. Donc ici, on a un très gros problème, un gros anachronisme. Alors, pour contourner le problème, certains chrétiens et même des pasteurs n'hésitent plus à affirmer que finalement le récit de la Genèse n'est pas vraiment un récit exact à prendre au pied de la lettre, mais que c'est un récit plus symbolique. D'autres essayent de nous faire corroborer aussi le récit biblique avec les recherches scientifiques en affirmant par exemple que les jours de la Genèse doivent être compris comme étant des périodes qui durent 1000 ans. Mais cela ne fait qu'attirer particulièrement le mépris de ces scientifiques athées, parce que eux aussi, ils étudient la Bible, mais eux pour la discréditer. Et ils savent très bien que les périodes, ce ne sont pas des périodes de 1000 ans. Le mot yom qui est employé pour dire le mot jour dans Genèse 1, c'est pas des journées de 24 heures, ce sont des journées de 24 heures et non des périodes de 1000 ans. Donc voilà, ils attirent le mépris. Alors, il faut sans cesse se rappeler ce que 2 Timothée 3,16 nous dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors si toute l'écriture est inspirée de Dieu, alors elle ne contient pas d'erreur. Et j'ai déjà démontré cela dans un cours sur la Bible. Il est donc important d'examiner les recherches scientifiques et de les comparer aussi attentivement avec la Bible.
Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons donc voir là, dans un premier temps, quelques arguments qui démontrent un âge de la Terre qui est beaucoup plus récent que ce que l'on nous l'affirme. Quelques arguments qui démontrent aussi que les hommes singes n'ont jamais existé, ainsi que d'autres arguments en faveur de la création d'Adam et Ève. Et cela nous amènera ensuite à entrer pleinement donc dans notre sujet concernant justement les incohérences entre le récit biblique et l'histoire de l'Égypte. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais, pour ne pas trop alourdir cette étude, je vais prendre que 3 arguments pour chacun des 5 sujets. Donc, ce sera quand même 15 arguments en faveur de la Bible. Alors, l'argument numéro 1, comme vous voyez, donc c'est la distance entre la Terre et la Lune. Nous savons que la Lune s'écarte de la Terre en raison de 4 cm par an. Alors, si nous sommes dans une création vieille de plusieurs milliards d'années, eh bien la Lune devrait se trouver beaucoup plus loin aujourd'hui. La distance entre la Lune et la Terre est de 384 400 km, ce qui correspond plutôt à des milliers d'années. Donc, imaginons que la Lune, à un moment donné, elle était collée à la Terre, ce qui est peu probable à cause du champ magnétique terrestre. Donc, vu que nous avons aujourd'hui cette distance de 384 400 km, et que chaque année, eh bien, la Lune s'éloigne de 4 cm par an, eh bien, il faut donc 96 100 ans pour qu'elle se trouve à l'emplacement actuel où elle est. Donc, si tout l'univers est en perpétuel mouvement, si tout l'univers continue de s'élargir comme la science le prouve, eh bien, il est inconcevable de dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'univers, que la Lune est restée immobile. C'est impossible. La Lune a toujours bougé, donc 4 cm par an. Donc, voilà une preuve comme quoi l'univers n'est pas aussi vieux qu'on voudrait nous le faire croire. Voyons maintenant un deuxième argument qui nous intéresse, un phénomène que nous voyons plus facilement, ça, c'est ce qui concerne l'érosion. Lorsque nous nous promenons sur les bords de mer, notamment dans les régions du nord de la France, par exemple, pour donner une image de ce qu'on a ici sur cette photo, eh bien, nous pouvons observer sur la plage des restes de falaises. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, ici, tout ce qui est partie noire, mais même aussi, on voit aussi sur la couleur blanche aussi des restes de falaises. Donc, il faut savoir que donc ces falaises-là, avant, on pouvait les retrouver ici. Donc, voilà. C'est ça le phénomène de l'érosion. Ainsi, nous pouvons constater que là où se trouvait donc la falaise il y a quelques années. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de nombreuses maisons qui pourtant étaient construites à des centaines de mètres du rivage, eh bien aujourd'hui se retrouvent inhabitables en raison du fait qu'elles peuvent se retrouver en bas de la falaise. Voilà. Et d'ailleurs, il y a déjà eu beaucoup de maisons qui se sont effondrées, qui ont disparu et qui sont retrouvées dans la mer. On estime que la mer gagne 1 mètre sur la Terre tous les 6 ans. C'est long. Et donc, les falaises ont été formées, selon les géologues évolutionnistes, durant la période du Crétacé, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années. Alors, sur la base d'une érosion de 1 mètre tous les 6 ans, eh bien, nous voyons que 10 000 kilomètres de falaises ont disparu, donc par rapport à cette période du Crétacé. Donc le fonctionnement de la mer que nous connaissons aujourd'hui a toujours été le même au cours de ces prétendus millions d'années. Il y a toujours eu le même mouvement des marées, sans oublier que la salinité de l'eau, bon, ça n'a pas trop changé non plus. Bon, rien que là, d'ailleurs, concernant cette salinité de l'eau, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Chose qui nous prouve encore une fois l'impossibilité des millions d'années, voire de milliards d'années. Alors vous l'aurez compris, concernant l'érosion, eh bien nous faisons face à cette impossibilité. 10 000 kilomètres, imaginez un peu, 10 000 kilomètres de falaises grignotées par l'érosion. Impossible. Alors, argument numéro 3, on va faire un petit tour en Australie cette fois-ci.
Et on va parler de Burning Mountain. Et ça, c'est un phénomène qui pose vraiment beaucoup de soucis aux scientifiques évolutionnistes. Alors, nous allons nous intéresser au mont Wingen, plus connu donc Burning Mountain. Ce mont, il se situe à 224 km au nord de Sydney. C'est une montagne qui fume. Burning Mountain. Voilà, montagne qui fume. Et cela en raison d'une veine de charbon qui est située à 30 mètres de profondeur et qui brûle constamment. Alors cette montagne a fait l'objet de mythes et de légendes par les premiers aborigènes. Donc voilà, on retrouve des traces historiques. Il y a aussi des études aussi qui ont démontré que la chaleur est montée jusqu'à 1700 degrés. Et lors de l'étude des roches aussi qui entourent cette veine, les géologues ont retrouvé la présence de pierres volcaniques. Alors même si aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus aucun volcan actif dans cette zone, mais cela suggère qu'à un moment donné, dans l'histoire de la géologie, eh bien, dans ce lieu, eh bien, il y avait un volcan qui était actif. Et d'ailleurs, c'est la seule explication possible pour essayer de comprendre comment ce feu souterrain a débuté. Voilà, Burning Mountain, il y a un feu qui couve en dessous de la terre. Et justement, donc, dans cette zone se trouve une zone volcanique. Alors, des datations ont été faites, bien sûr, sur les pierres, avec la méthode radioactive potassium-argon. Et ces résultats ont démontré que ces pierres ont été formées par le volcan il y a 40 millions d'années. Bon, c'est donc à cette période que le feu souterrain a débuté. C'est la seule explication possible, puisque après cette période, donc, il n'y a plus eu d'activité volcanique. Or, cela est totalement impossible. Tout le charbon aurait dû déjà être consumé, si c'était bien 40 millions d'années. La seule explication possible est une erreur concernant cette datation potassium-argon. Et je vous demande de réfléchir, de garder ça en mémoire pour la fin de la vidéo, puisque je vais justement mentionner ces différentes erreurs de datation potassium-argon. Donc la seule possibilité pour que ce charbon brûle encore aujourd'hui, c'est que l'allumage a été fait seulement il y a quelques milliers d'années. Alors beaucoup de géologues qui tentaient de donner une explication à ce phénomène se sont avoués vaincus. Alors maintenant, on va voir aussi quelques arguments contre l'existence des hommes singes. Argument 1, c'est la rétractation d'ailleurs de la communauté scientifique, et là je parle de scientifiques athées, sur l'affirmation que certains hommes singes en étaient réellement. Alors vous serez sûrement surpris, vous avez sûrement appris que l'Australopithèque le plus connu, du nom de Lucie, on disait que c'était le plus vieil ancêtre de l'humanité. Donc Lucie en raison d'un chant des Beatles, si mes souvenirs sont bons. Or, des études approfondies ont déterminé que l'Australopithèque n'était finalement qu'un singe du genre bonobo. Donc aujourd'hui, eh bien, Lucie n'est plus considérée, malgré le fait que beaucoup encore restent gravés avec cette image de Lucie, premier homme, première femme du coup, de l'humanité. Il y en a encore qui enseignent ça aujourd'hui, mais aujourd'hui la communauté scientifique l'a totalement balayé, c'est fini. Donc, et là je parle de scientifiques athées. Donc, pareillement pour l'Homo habilis, il est reconnu maintenant comme n'étant qu'un singe. Alors, concernant l'Homo erectus, eh bien, de plus en plus de scientifiques athées le considèrent comme un homme et non comme un singe. Il a été considéré comme un homme singe en raison de ses arcades sourcilières qui sont proéminentes, comme d'ailleurs on peut le trouver sur l'homme de Néandertal. D'ailleurs, concernant l'homme de Néandertal, on sait que il marchait, tout comme l'Homo erectus, il marchait exclusivement debout. En revanche, donc concernant l'homme de Néandertal, les scientifiques ont remarqué des traces de rachitisme dans les os de ce dernier, une dégénérescence dans
il y a eu une dégénérescence dans le groupe des hommes de Néandertal. Et le rachitisme, c'est une maladie de la croissance des os qui est due à un manque de phosphate et de calcium. Alors cette dégénérescence étant la cause de son classement en tant qu'homme singe. Mais ça, c'est une grave erreur. Alors, argument numéro 2, je reviens vite fait sur les hommes préhistoriques avec leur apparence homme-singe. Nous avons vu que génétiquement parlant, il y a un fossé énorme entre le singe et l'homme. La génétique moderne a démontré cette impossibilité. En prenant uniquement les mutations génétiques bénéfiques, eh bien, nous arrivons, pour passer du singe à l'homme, à un âge supérieur à la création de la Terre. Notez bien que là, on prend seulement des mutations génétiques bénéfiques. Donc, on ne prend aucunement les mutations génétiques délétères. Donc, si nous voulons réellement nous faire croire que l'homme descend du singe, eh bien, il est nécessaire de revoir toute la chronologie de l'histoire de l'humanité pour enfin reculer les âges d'apparition de l'homme. Et je rappelle aussi qu'il y a plus de mutations délétères que de mutations bénéfiques dans le corps. Alors au début, les généticiens ont affirmé qu'il y avait un taux de similitude entre le singe et l'homme de 97,98% et même 99%. Mais lorsque l'on prend ce qui était considéré à tort comme de l'ADN poubelle, eh bien le taux maintenant redescend à 75%. Bon, c'est déjà très bas. Là, c'est vraiment bas. Donc Dieu aurait-il fait dans notre corps aussi quelque chose d'inutile? L'ADN poubelle, est-ce que c'est quelque chose d'inutile? Non, aucunement. Je ne peux pas entrer dans les détails dans ce cours, mais l'ADN poubelle n'est aucunement inutile. Donc, même dans le corps, est-ce que Dieu fait des choses inutiles? Les amygdales qui se retrouvent au fond de la gorge, par exemple, il y en a quelques-uns qui ont dit que c'était des organes qui ne servaient à rien, comme l'appendice, etc. Donc, parfois, ces amygdales, il faut les retirer chirurgicalement lorsqu'elles grossissent. Mais maintenant, eh bien, ces amygdales, par exemple, eh bien, on sait qu'elles participent à la défense immunitaire. Alors, argument numéro 3, c'est le remodelage aussi des crânes des hommes singes. Lors du remodelage en cire des crânes, pour redonner un visage, eh bien, il peut y avoir des partis pris. Si l'on prend un crâne d'Homo erectus et que l'on part avec le préjugé que cet Homo erectus doit ressembler à un singe, eh bien, on fera tout pour remodeler ce visage à la forme d'un singe. Or, avec le même crâne, eh bien, on peut soit donner l'apparence d'un singe, soit donner l'apparence d'un homme moderne. Mais là encore, dans les remodelages de crâne, eh bien, il y a aussi cette volonté malsaine de vouloir appuyer la théorie de l'évolution. Il est donc nécessaire de travailler sur la génétique qui permet de donner plus de détails concernant justement la forme du visage, chose qui n'est malheureusement pas faite. Alors maintenant, on va voir aussi quelques arguments en faveur d'une création de l'homme il y a seulement quelques milliers d'années. Alors l'argument numéro 1 que je vous pose, c'est où sont les morts? Si réellement les humains parcourent la Terre depuis plusieurs millions d'années, où sont tous les morts? Avec tous les travaux entrepris, que ce soit de l'extraction des terres pour fabriquer des batteries de voitures électriques, des chantiers pétroliers, des chantiers hydrauliques, etc., eh bien, on devrait retrouver de nombreux squelettes. Or, ce n'est pas le cas. Bizarre. Argument numéro 2, le colocanthe. C'est un poisson qui est apparu il y a 410 millions d'années. En tant qu'espèce préhistorique, il a été considéré comme espèce disparue durant la période du Mésozoïque. Une période géologique qui a débuté il y a 250 millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années. Alors le colocanthe était donc une espèce préhistorique. De nombreux fossiles datés de 300 millions d'années ont été retrouvés.
Et comme vous le savez, eh bien, on peut donner une date estimative en fonction des couches minérales. Telle couche ou telle strate représentant une période dans l'histoire de la Terre. Donc, de nombreux fossiles de coléocantes ont été retrouvés dans une couche géologique. Et si l'on ne retrouve plus de fossiles de cette espèce dans les couches supérieures, voilà, eh bien cela signifie que l'espèce a disparu. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le coléocante. Cependant, en 2019, eh bien, il y a eu un spécimen vivant qui a été retrouvé en Afrique du Sud. Alors, si le monde animal est vraiment vieux de plusieurs millions d'années, pourquoi n'avons-nous pas retrouvé de fossiles de coléocantes dans les couches supérieures? Pourquoi n'y a-t-il plus d'évolution non plus, n'y a-t-il pas d'évolution, je dirais même, sur ce poisson? Ce qu'on peut regarder sur le fossile et ce qu'on peut regarder aujourd'hui, c'est le même. Il n'a pas changé. Donc la seule réponse possible, c'est que ce monde n'est pas aussi vieux qu'on voudrait nous faire croire. Que ces strates soient le résultat du déluge qui a frappé le monde il y a quelques milliers d'années, c'est tout. Donc voilà. C'est ça les réponses possibles. Réponse possible, c'est que l'homme a vécu en même temps que le coléocante, il y a quelques milliers d'années. Point. On va voir l'argument numéro 3. Comme vous le savez, maintenant, eh bien, il existe aussi de nombreuses mutations dans notre corps, des mutations bénéfiques en petit nombre et des mutations délétères en grand nombre. Une mutation bénéfique pour 1 million de mutations délétères. C'est ce que je disais il y a 5 minutes. C'est pour cela que nous nous dégradons, qu'il y a de plus en plus de maladies. Alors, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, leur patrimoine génétique, il était parfait. Et cela pareillement pour les générations suivantes jusqu'au déluge. Alors, le déluge passé, eh bien, nous constatons une baisse significative de la durée de vie. Et aujourd'hui, eh bien, nous constatons que notre patrimoine génétique a subi de nombreuses mutations délétères. Nous vivons peut-être plus vieux, comme certains voudraient nous faire croire, chose dont je ne suis pas du tout sûr, mais ce qui est sûr, c'est que nous vivons de plus en plus mal. Les scientifiques disent que nous vivons plus vieux, mais si c'était réellement le cas, eh bien, en tout cas, nous vivons de plus en plus mal. Parce que sans les médicaments, sans les traitements médicaux, ou même l'acharnement thérapeutique, eh bien, la durée de vie pour nous aujourd'hui serait de 40 ans. Eh oui, 40 ans en moyenne. Cela est la conséquence de cette dégénération, de cette dégénérescence génétique. Donc, si l'humanité était vieille de plusieurs millions d'années, eh bien, vu le taux de mutation délétère que nous accumulons à chaque génération, eh bien, aujourd'hui, il ne resterait plus personne sur la Terre. Alors, quelques arguments aussi en faveur de l'existence de Adam et Ève. Il y a eu donc l'argument numéro 1, eh bien c'est la découverte de l'Adam Y chromosomique et de l'Ève mitochondriale. Donc encore une fois, je vais prendre ces découvertes génétiques. Je reprends donc les analyses qui ont été faites dans le monde entier, ces découvertes qui ont permis de retrouver nos ancêtres communs, nommés par les scientifiques athées Adam Y chromosomique et Ève mitochondriale. Alors concernant l'Ève mitochondriale ou dernier ancêtre matrilinéaire commune, eh bien oui, parce que quand on fait mention de Ève mitochondriale, ça fait un peu trop biblique. Donc voilà, on a mis un nouveau mot maintenant. Les scientifiques athées estiment qu'elle est apparue il y a 140 000 ans, ou même 240 000 ans, parce que bon, voilà, on ne sait pas exactement, donc on a du mal. Et il y en a même qui l'ont daté de 70 000 ans. Alors concernant l'Adam Y chromosomique, ou plus récent ancêtre patrilinéaire commun, eh bien les scientifiques athées l'ont d'abord estimé âgé de 60 000 ans. Puis comme ils ont vu que c'était un petit peu trop court, ils l'ont fait remonter à 140 000 ans, et pour finir maintenant on le remonte à 338 000 ans. Alors pour trouver ces datations, eh bien, les scientifiques évolutionnistes se sont basés sur l'hypothèse de l'horloge moléculaire.
Selon cette hypothèse, les mutations par substitution s'accumulent dans un génome à une vitesse constante. Seulement, il est important de savoir comment est calibrée cette horloge. Alors, les évolutionnistes vont partir du dernier ancêtre commun aux chimpanzés et aux êtres humains. Donc, cet ancêtre commun, qui a vécu il y a soit 6 millions ou 10 millions d'années. Voilà, on sait pas, ça fait une grande marge quand même. Alors, ils vont aussi prendre en compte le nombre de différences de l'ADN mitochondrial des chimpanzés et de celui des êtres humains. Alors, si l'on considère 7 millions d'années, quand l'on divise ce chiffre par le nombre de différences entre le chimpanzé et l'être humain, eh bien, on obtient un résultat pour la période de Ève mitochondriale entre 140 000 ans et 240 000 ans. Alors, Richard Dawkins, un biologiste, qui est quand même de renom, qui est maintenant décédé, lui, il a estimé à 70 000 ans. Alors, il y a une grosse étude qui a permis de démontrer ces affirmations, et les erreurs de calibrage de cette horloge moléculaire. Il existe une technique qui permet de répertorier des échantillons génétiques à partir d'une courte séquence d'ADN, le barcoding moléculaire, aussi appelé codage à barre de l'ADN. Donc il y a eu 5 millions de séquences d'ADN qui ont été examinées, beaucoup. Et l'étude s'est penchée plus en détail sur ce qui est les mitochondries. Les scientifiques et les chercheurs ont réussi à démontrer que l'histoire de l'humanité commence il y a 6 000 ans, pardon. Il y a 6 000 ans. Par exemple, on peut s'apercevoir qu'il existe une légère variation de la séquence d'ADN du chromosome Y à travers le monde. Et si l'humanité est apparue il y a plusieurs millions d'années, alors le taux de variation serait beaucoup plus élevé. Or, actuellement, ce taux de variation confirme une apparition de l'homme il y a moins de 10 000 ans. Cette étude démontre aussi que tous les êtres humains sont issus d'un seul couple. Et encore une fois, cela correspond au modèle biblique. Et d'ailleurs, ça va aussi à l'encontre de cette théorie de l'évolution qui affirme qu'il y a eu aussi plusieurs couples qui se sont développés à différents endroits de la planète. Et on retrouve aussi, comme preuve, 3 lignées mitochondriales qui, je le rappelle, correspondent aux 3 couples issus du déluge. Argument numéro 2 aussi, ce sont des récits, ça va être très court, des récits qui sont attestés par l'histoire et qui parlent de Adam et Ève. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'arguments attestant l'historicité des récits des évangiles et du Nouveau Testament. Je vous invite d'ailleurs à voir le cours Dieu, mythe ou réalité, mais aussi l'étude sur la Bible. Vous verrez que tout ça, on a énormément de preuves. Voilà. On a vu aussi que ces récits ont été confirmés par des historiens de l'époque. Donc, dans ces récits, nous avons de nombreuses aussi références à Adam et Ève. Alors, nous avons la généalogie de Jésus, qui remonte jusqu'à Adam. Nous avons même des déclarations de Jésus, comme on voit ici dans Matthieu 19, verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme ?» Il y a ici, les noms ne sont pas inscrits, mais on sait très bien qu'il est fait mention ici de Adam et Ève. Aussi la déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 13, qui dit en effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Alors, si Jésus et Paul se seraient trompés en affirmant cela, alors finalement notre foi elle est vaine. La Bible ne serait alors plus la vérité. Les historiens de l'époque aussi auraient été très très mauvais, parce qu'ils auraient raconté des bêtises. Des hommes et des femmes issus aussi d'Abraham n'existent pas. Ce qui m'amène justement à mon dernier argument concernant ce point. Je vais voir justement par rapport à Mohamed ou Mahomet qui atteste finalement l'existence de Adam et Ève. L'islam déclare que Mohamed est fils d'Abdullah, fils d'Abdul, Muttalib, fils d'Ashi,
fils de Abdou Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Moura, fils de Kab, fils de Louay, fils de Galib, fils de Far, fils de Malik, fils d'Al-Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzaïma, fils de Mudraika, fils de Ilyas, fils de Moudar, fils de Nazar, fils de Mad, fils d'Adnan. Alors Adnan qui descend lui de Ismaël et par conséquent d'Abraham. Et si on remonte à Abraham, et bien automatiquement on remonte à Adam et Ève. Donc, si Adam et Ève n'ont jamais existé, alors tous ces personnages cités là ici n'ont jamais existé. Sans oublier que ceux qui vivent encore aujourd'hui, comme par exemple le roi de Jordanie, qui serait d'ailleurs un descendant de Mohamed, n'existent pas. Bizarre. Alors maintenant, nous allons voir aussi quelques arguments, alors là ça va être le point le plus technique, contre les datations et l'interprétation des résultats des fouilles archéologiques. Et le premier argument que j'ai utilisé, c'est bien sûr de l'hémoglobine dans les os des dinosaures. Il a été retrouvé de l'hémoglobine dans les os de dinosaures non fossilisés. C'est une chose impossible, puisqu'on sait très bien que les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années. Donc l'hémoglobine et les globules rouges, ces éléments ne durent que plusieurs milliers d'années. Donc, encore une fois, c'est une preuve d'une création récente. Mon argument numéro 2, ça va être par rapport aux fouilles archéologiques. Donc, on va retrouver des anomalies aussi dans les couches archéologiques. Alors, lorsque les archéologues arrivent à un site à fouiller, alors ils délimitent des parcelles. Voilà, on va dire que ça c'est notre parcelle, on va la délimiter ici, on met des balises. Ils retirent ensuite la première couche de terre, tout ce qui est la couche arable, là ici. On enlève tout ça, et petit à petit on descend. Alors, on arrive au premier niveau archéologique, deuxième niveau archéologique, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, etc. Voilà, donc plus on est ici, plus c'est jeune, plus on descend et plus on avance dans l'histoire. Lorsque les archéologues trouvent des objets, alors ils les répertorient, puis ils les envoient ensuite dans un laboratoire. Et la datation de ces objets permet de dater la couche archéologique fouillée. Ainsi, plus on creuse, et bien plus on avance en âge. Donc, la première couche archéologique sert de point de repère. Et ainsi, pour donner une idée de ce que nous pouvons retrouver en France, eh bien, nous retrouvons une couche qui correspond à l'Antiquité, la couche de dessous qui correspond à l'âge de fer, l'autre en dessous c'est l'âge de bronze, et on descend encore et on arrive au néolithique, puis paléolithique supérieur, etc. Alors, parmi ces objets permettant une datation, eh bien, nous retrouvons notamment en grand nombre les poteries. Par exemple, j'ai mis une poterie ici dans ce dessin-là. Alors, il faut savoir que les poteries, ce sont des matières très fragiles. Donc, il fallait très régulièrement les remplacer. C'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup. Alors, on estime que la poterie est apparue vers les 6000 ans avant Jésus-Christ. Alors, vous l'aurez compris, déjà là, on a aussi un problème de datation par rapport à l'apparition du premier homme, Adam. Alors, lorsqu'un morceau de poterie arrive au laboratoire, il est lavé puis identifié. On peut déterminer si ce morceau de poterie ou de céramique provient d'une cruche, d'un vase, d'une assiette, etc. Alors, suivant la méthode, la technique utilisée pour fabriquer la poterie, suivant les décors qui se trouvent dessus, eh bien, on compare ce morceau de poterie avec d'autres qui sont répertoriés. Et les céramiques figurant dans ce catalogue sont datées, ce qui permet alors de dater le morceau de poterie qu'on a retrouvé sur le site. Ainsi, on peut donner une date approximative donc de cette couche ici archéologique. Tous les objets donc se trouvant dans cette couche archéologique, logiquement, datent de la même époque. Donc, si on retrouve ici, je sais pas moi, un morceau de hache par exemple, eh bien on va dire c'est de cette époque-là, c'est de la même époque
que la poterie qui a été retrouvée. Seulement, pouvons-nous être réellement sûrs que les morceaux de poterie identifiés dans ce catalogue ont été déjà correctement datés? Est-ce qu'il n'est pas possible qu'un objet appartenant à un autre âge se retrouve dans la couche supérieure? Par exemple, là ici j'ai placé une statuette. Bon, c'est imagé. Une statuette qui a été fabriquée durant l'âge de bronze. Donc on la fabrique ici. Mais il y a un paysan qui la retrouve. Il est en train de travailler, il la retrouve. On est à l'âge de fer. Il l'emmène avec lui. Il la laisse pas dans la terre ici. Il la remonte, mais du coup maintenant on la retrouve à l'âge de fer alors qu'elle correspond à l'âge de bronze. Voilà. Donc on a des problématiques comme celle-ci. Alors, donc aujourd'hui, bien voilà, quand on creuse, on retrouve cette statuette, on fait une datation, on dit que ça c'est l'âge de bronze, et du coup toute cette zone-là, elle peut très bien, on peut dire qu'elle correspond à l'âge de bronze, et là on est dans l'erreur. Sans oublier aussi que sur certains sites, eh bien, il faut aussi prendre en compte la géologie, surtout là où il y a des failles. Admettons, on aurait une faille ici, donc sur cette zone-là. Donc ici, on aurait un terrain qui est au-dessus, mais là, donc la faille, le terrain, il aurait redescendu. Donc ce terrain-là, il se retrouverait au même niveau que celui-là. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte hein, dans les méthodes de fouille. Ça peut aussi perturber les recherches. Sans oublier hein, qu'une datation étant répertoriée, faisant référence aussi pour toutes les autres datations, donc elle peut être erronée, donc ce qui va m'amener justement à mon dernier argument. Dernier argument qui est un petit peu long par contre. Alors, pour mieux comprendre de quoi nous allons parler, eh bien, il est nécessaire de voir rapidement comment s'effectuent les datations. Alors, il y a d'abord la datation relative qui consiste à examiner, donc c'est ce qu'on a vu précédemment, les couches archéologiques. Alors, la couche archéologique 1, donc le chiffre romain 1, étant plus récente que la couche numéro 2, toujours des chiffres romains, la couche de numéro 2 qui est beaucoup plus récente que la couche numéro 3, etc. Bon. Et donc, si j'ai mon morceau de poterie hein, qui est retrouvé dans la couche 5, par exemple, et que lors d'une fouille plus profonde, on retrouve un autre morceau de poterie dans la couche 6, eh bien on détermine automatiquement que ce dernier morceau de poterie est plus ancien que celui qui est trouvé dans la couche 5. Alors, la datation relative ne donne donc pas vraiment de date précise, mais juste une estimation. Donc cette méthode n'est pas fiable, comme je l'ai déjà démontré précédemment. En effet, elle ne prend pas en compte le bouleversement des couches qui a pu se faire à l'époque, comme par exemple des glissements de terrain ou des travaux de construction. Maintenant, on va arriver à la méthode de datation, des méthodes de datation absolues. Et là, c'est beaucoup plus fiable. Quoique, vous allez voir. Vous connaissez déjà hein, cette datation au carbone 14. C'est une méthode hein, permettant de dater tout ce qui absorbe du carbone. Donc les êtres vivants, les plantes, le bois, etc. Et donc, à la mort de l'organisme vivant, eh bien, le taux de carbone baisse progressivement. J'en ai déjà parlé précédemment, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais rappelez-vous hein, que la demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. Donc cette méthode ne peut pas être utilisée sur des... Donc cette méthode, elle est limitée dans le temps. On ne peut pas trouver des millions d'années avec cette datation carbone 14. En plus, on ne peut pas non plus l'utiliser sur de la pierre, puisque la pierre n'absorbe pas le carbone 14. Le carbone tout court, pardon. Alors, il existe d'autres méthodes radiométriques fonctionnant sur le même principe de datation au carbone 14. Et par exemple, j'ai déjà mentionné hein, cette datation au potassium-argon, qui est utilisée notamment pour des roches volcaniques, ou la datation aussi uranium-thorium. Donc qui sert à dater le calcite, c'est-à-dire un minéral que nous pouvons retrouver dans les grottes, dans les sources, dans les lacs, etc. Il existe aussi une autre méthode de datation qui est beaucoup plus fiable cette fois-ci, c'est la dendrochronologie.
J'en ai déjà parlé aussi. C'est une méthode dans laquelle on compte les cernes de la croissance des arbres. Donc ici, on voit quelques cernes de croissance des arbres. Donc les cernes se développent ici comme ça, tout au long. Et donc, on compte les cernes par rapport à la naissance de l'arbre ici. Voilà. Et plus on s'éloigne, plus on va dans le temps. Donc, grâce à cette technique, eh bien, on peut dater tous les matériaux en bois, comme une poutre, comme une pirogue, voilà. Et donc, en étudiant les différents supports bois, bateau, poutre, table, planche, eh bien, on peut remonter dans le temps. Par exemple, on étudie les cernes d'une poutre, et une fois ce travail terminé, eh bien, on connaît l'âge de cette poutre, et on a remarqué aussi, donc, dans cette poutre aussi, par rapport aux cernes, différents éléments, des événements climatiques, des événements chimiques. Par exemple, on peut retrouver, en analysant le bois, de la cendre volcanique, etc. Et du coup, ça permet qu'on puisse retrouver les mêmes phénomènes sur un autre type de bois de la même zone. Et donc, petit à petit, eh bien, on peut remonter dans le temps. Cette méthode permet aussi de déterminer quel était le climat durant la croissance de l'arbre. On peut déterminer, par exemple, si ce fut une période de sécheresse, quand il y a eu une période de sécheresse, quand il y a eu une période de pluie, etc. Parmi les méthodes aussi de datation absolue, on retrouve aussi la thermoluminescence et aussi le SR. Alors, thermoluminescence est utilisée, par exemple, pour la datation des poteries ou les restes de foyer. Quant à l'ESR, donc résonance de spin électronique, on l'utilise pour dater les dépôts minéraux que l'on retrouve dans les grottes, les gouffres, les cavernes. On utilise aussi cette méthode pour dater l'émail des dents, par exemple. Autre méthode aussi de datation absolue, c'est le paléomagnétisme, hein, qui est l'étude de l'enregistrement du champ magnétique de la Terre que l'on retrouve dans les oxydes de fer, par exemple. Au cours de l'histoire de la Terre, eh bien, il y a eu de nombreuses inversions du champ magnétique. Et ce sont ces variations que l'on étudie. Il y a aussi des isotopes cosmogéniques qui permettent aussi de mesurer des débris de roches transportés par les glaciers. Voilà. Et je vais terminer aussi donc avec cette dernière méthode, la datation par racémisation des acides aminés, donc une technique qui permet de la datation des organismes fossiles. Tous les tissus biologiques contiennent des acides aminés. Tous les acides aminés, sauf la glycine, sont composés d'un atome de carbone asymétrique, c'est-à-dire qu'elle est composée de deux isomères. On a l'isomère L, lévogir, et l'isomère D, dextrogir. Un organisme vivant ne transforme que l'isomère L. Mais à la mort de cet organisme, eh bien, l'isomère L se transforme lentement en isomère D. C'est ce qu'on appelle la racémisation. En étudiant un échantillon, eh bien, on retrouve le dosage des isomères des acides aminés, ce qui permet de donner une estimation de la mort de l'organisme. Seulement, concernant cette méthode de datation, il y a des paramètres à prendre en compte, paramètres pouvant modifier, par exemple, la vitesse de transformation. Donc, suivant l'objet qu'il faut dater, eh bien, on utilise automatiquement une méthode précise. Une méthode de datation peut être fiable sur un type de matériau, mais pas sur un autre. Par exemple, voilà, je répète, datation impossible d'une roche à partir de la carbone 14. Alors, si cela est possible, il est nécessaire d'effectuer une datation avec plusieurs méthodes, afin d'être sûr que la datation est fiable. Bien que celle-ci doit automatiquement comporter une marge d'erreur, ce qui n'est toujours pas fait. En effet, concernant les datations radiométriques, on doit prendre en compte que dans l'histoire de l'humanité, il y a pu y avoir des modifications climatiques qui ont affecté le taux de composants chimiques se trouvant dans l'objet à dater, par exemple, ou le taux de désintégration des éléments radioactifs
qui n'a peut-être pas toujours été le même. En effet, il faut aussi savoir que lors de l'étude de l'objet à dater, eh bien, on relève le taux de carbone 14 présent dans l'objet. Pour reprendre par exemple l'exemple de la datation carbone 14, alors ce taux est donc comparé à une grille qui permet de donner une datation. Et plus le taux est élevé, plus l'objet est jeune. Et moins le taux est élevé, eh bien, plus l'objet est âgé. Maintenant qu'on a vu justement les différentes méthodes de datation et leur fonctionnement, eh bien, voyons maintenant si ces méthodes sont fiables. Alors, pour vérifier ces méthodes de datation, il est nécessaire de prendre un objet dont nous sommes certains de l'âge qu'il a, ou de le mettre aussi en concurrence avec d'autres méthodes de datation. Alors, concernant les objets préhistoriques, ce n'est pas possible puisqu'on n'a pas de date précise de la fabrication de l'objet. Par contre, on peut s'intéresser à des créations d'objets ou de matériaux plus récents que nous pouvons facilement dater. Alors, par exemple, une des méthodes de datation les plus courantes, on peut utiliser les activités volcaniques. Alors, j'ai déjà mentionné les résultats obtenus lors des études des roches volcaniques qui ont été faites lors de l'éruption du volcan du Mont Sainte-Hélène en 1980, le volcan qui est situé dans le nord-ouest des États-Unis. Alors, en moins de 24 heures, eh bien, le paysage a totalement été remodelé. Preuve qu'on n'a pas besoin de milliards d'années pour vraiment remodeler un paysage. Alors, de la lave s'est écoulé, ce qui a créé de nouvelles roches volcaniques. Et cette roche volcanique a été étudiée en 1992. Alors, plusieurs fragments ont été analysés. Méthode de datation utilisée, potassium-argon. Alors, pour le morceau de roche entière, eh bien, la datation a donné un âge situé dans les environs de 350 000 ans avec une marge d'erreur, là cette fois-ci la marge d'errorité, de 50 000 ans. Alors pour l'échantillon composé principalement d'hornblende, l'hornblende étant un minéral silicaté riche en fer et en titane, eh bien cet échantillon a été daté de 900 000 ans avec une marge d'erreur de 200 000 ans. Donc plus ou moins 200 000 ans, voilà. Bon, c'est déjà beaucoup. Quant au dernier échantillon, principalement composé de pyroxène, donc un minéral que nous retrouvons dans les roches magmatiques, il a été daté à 2800 ans, avec une marge d'erreur de plus ou moins 600 000 ans. Alors le problème est que l'on connaît exactement la date de la formation de cette roche magmatique, 1980. Donc cela nous montre que les datations potassium-argon ne sont pas fiables. Les scientifiques évolutionnistes, pour se sortir de ce problème, ont déclaré que la datation potassium-argon n'est valable que pour des roches ayant plusieurs millions d'années. Or, cet argument ne tient pas, puisque il y a déjà pour cela une marge d'erreur qui existe, et eux-mêmes ils l'ont employée. Le problème rencontré sur le mont Sainte-Hélène n'est pas un cas isolé, puisque la même expérience a été reproduite sur de nombreux endroits. Je peux parler par exemple du mont Ngauruhoe, un volcan que l'on retrouve par exemple en Nouvelle-Zélande et qui a servi de lieu de tournage pour le film Le Seigneur des Anneaux. Alors on connaît là encore les dates des différentes éruptions volcaniques, dont la dernière remonte à 1977. Alors en 1996, eh bien, des prélèvements ont été effectués sur les différentes coulées de lave provenant des éruptions du 11 février 1949, du 4 juin 1954, du 14 juillet 1954, du 30 juin 1954 et du 19 février 1975. Les méthodes de datation utilisées, potassium-argon. Et là encore, les résultats vont de 270 000 ans à 3,5 millions d'années. Alors, pourquoi les résultats sont faussés? Cela est dû à un apport d'argon venant de la zone de source de magma profond de la Terre. Lorsque la lave s'est refroidie, elle a aussi emprisonné une grosse quantité d'argon normal. Et donc, les appareils ne peuvent pas faire la différence entre l'argon normal et l'argon radioactif. Voilà pourquoi on a des datations très hautes comme ça de plusieurs millions d'années. Lorsque la roche durcit, l'enloge, entre parenthèses,
permettant de dater cette roche commence à décompter le temps. Même si j'ai déjà consacré un sujet concernant la datation carbone 14, eh bien je tiens là encore à rappeler qu'il y a aussi un manque de fiabilité. Tout être vivant qui absorbe du carbone et tout être vivant absorbe du carbone, mais à la mort, il n'en ingère plus d'entrée de carbone. Et donc là encore, l'horloge est lancée, le compte à rebours est lancé. Donc les atomes de carbone se désintègrent et plus le temps passe, eh bien plus la quantité diminue. Une partie du carbone 14 se transforme en N14, en azote 14, en 5730 ans. C'est ce qu'on appelle la demi-vie du carbone 14. Donc en 2 demi-vies, soit 11 460 ans, eh bien il ne restera plus qu'un quart de carbone 14. Alors on peut déterminer que toutes les datations au-delà de 50 000 ans sont impossibles. C'est pas possible. Elles sont pas bonnes. C'est au FOC. Alors, si je vous parle du charbon, eh bien, vous devinez automatiquement que nous allons parler, que nous allons y retrouver du carbone. Et par conséquent, une datation est possible. Cependant, si le charbon est réellement vieux de plusieurs millions d'années, alors on ne doit plus retrouver de carbone dedans, puisque nous sommes bien au-delà des 50 000 ans. De ce fait, on prend différents échantillons afin de les analyser. Surprise, on retrouve de grandes quantités de carbone 14. Donc cela indique automatiquement que le charbon n'est pas vieux de plusieurs millions d'années, mais qu'il est seulement âgé de plusieurs milliers d'années. Et l'expérience révèle aussi que malgré le fait que les échantillons ont été pris à différents niveaux géologiques, eh bien le taux de carbone 14 est le même partout, ce qui démontre que la végétation a été ensevelie pour fabriquer le charbon. Ça s'est déroulé en une seule fois et au même moment. Vous le savez déjà quand? Lors du déluge. Et ensuite, les diamants. Eh bien, les diamants, ce sont du carbone. Et on estime que pour fabriquer un diamant, il faut compter entre 1 et 3 milliards d'années. Par conséquent, on ne doit plus retrouver de carbone 14. Or, on peut encore retrouver des quantités de carbone 14 dans les diamants. Ce qui, là encore, prouve que le diamant date de plusieurs milliers d'années. Alors, on retrouve aussi du carbone 14 dans les os de dinosaures, mais impossible, puisqu'ils sont âgés de plusieurs millions d'années. Bizarre. On a d'ailleurs aussi retrouvé des échantillons d'ADN, bizarre aussi. On ne peut pas retrouver, l'ADN ne peut pas survivre non plus plusieurs millions d'années. Les laboratoires publiant donc les résultats de datation le font avec une vision faussée et avec un intérêt, celui de défendre la cause évolutionniste. Une datation radiométrique donnant un âge qui n'est pas conforme avec cette vision évolutionniste est systématiquement rejetée. Ceux qui osent aussi partager les résultats de ces datations sont rejetés de la communauté scientifique. Ces scientifiques qui auparavant étaient pour la plupart athées et sont devenus chrétiens, eh bien, à cause de leurs recherches. Maintenant, ils continuent leurs recherches, mais pour des centres privés. Ils publient les incohérences qu'ils ont découvertes au cours de leurs recherches. Alors, un regard attentif sur les résultats diffusés par la communauté scientifique évolutionniste eh bien, permet de nous apercevoir qu'il existe de nombreuses erreurs et incohérences confortant le récit biblique et donc notre foi. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où là, je vais vraiment me baser rien que pour l'égyptologie. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo, qu'elle puisse encourager de nombreuses personnes dans la foi. Je vous retrouve très bientôt. À bientôt.